Bonjour à toutes, bonjour à tous. Imaginez un jeune avocat haïtien. Nous sommes en 1883. Il vient d'arriver à Paris, la capitale des droits de l'homme, la ville de Victor Hugo. Deux amis l'introduisent à la Société d'anthropologie de Paris, fondée en 1859 par le grand savant Paul Broca, et où se réunissent certains des meilleurs esprits du temps. Et là, il découvre, horrifié, que tous ces gens sont convaincus que l'humanité est divisée en races distinctes et de valeurs inégales, et que tous leurs efforts visent à multiplier les mesures physiques permettant de hiérarchiser ces races, et évidemment, la race noire ou africaine se situe dans leur classement tout en bas. Broca lui-même est mort en 1880, au sommet de sa gloire, et il a donné toute sa légitimité à ce qu'on appelle l'anthropométrie. En 1884, reparaît un livre publié 30 ans auparavant, signé par Joseph Arthur, comte de Gobineau, et intitulé « De l'inégalité des races humaines ». Les anthropologues de l'école de Broca ne le prennent pas vraiment très au sérieux, mais leurs recherches, au fond, vont dans le même sens, celui d'une conception racialiste et inégalitaire des races humaines. Ce jeune avocat haïtien, qui est aussi journaliste et homme politique, c'est Anténor Firmin, dont je vous avais parlé rapidement lors de la première séance. Et vous l'imaginez bien, il fut choqué par ce qu'il découvrit. Enfin, je dis choqué, n'est pas le bon terme, parce que Firmin était un homme rationnel et posé qui croyait en la science. Il fut donc plutôt profondément troublé. Comment des savants pouvaient-ils consacrer autant d'énergie et d'efforts à échafauder des théories manifestement fausses et dangereuses qui ne reposaient que sur des préjugés? Et comment ces mêmes savants pouvaient-ils les lire membres d'une société qui travaillait précisément à établir son infériorité? Comme il l'écrivait, je le cite, « Je suis noir. D'autre part, j'ai toujours considéré le culte de la science comme le seul vrai, le seul digne de la constante attention et de l'infini dévouement de tout homme qui ne se laisse guider que par la libre raison. Comment pourrais-je concilier les conclusions que l'on semble tirer de cette même science contre les aptitudes des Noirs avec cette vénération passionnée et profonde qui est pour moi un besoin impérieux de l'esprit? Pourrais-je m'abstraire du rang de mes congénères et me considérer comme une exception parmi d'autres exceptions ?» Ce texte figure dans la préface du livre qu'il publia en 1885, « De l'égalité des races humaines », sous-titré « Anthropologie positive », un livre dans lequel Firmin argumente sur le plan des principes, mais aussi en utilisant beaucoup l'exemple d'Haïti comme preuve incontestable des aptitudes intellectuelles et politiques des Noirs et de l'absurdité donc du discours raciste. Haïti doit servir à la réhabilitation de l'Afrique, écrivait-il, ou encore, c'est surtout d'Haïti que doit venir l'exemple. Et donc, avant de présenter mieux ce livre, il faut revenir en arrière, à la fois pour prendre la mesure de la vitalité intellectuelle et littéraire d'Haïti au XIXe siècle, vitalité dans laquelle sans laquelle le livre de Firmin est difficilement compréhensible, mais aussi pour réfléchir à la place de la révolution haïtienne dans l'histoire des discours universalistes. Alors, je ne reviens pas aujourd'hui sur l'histoire elle-même de la révolution haïtienne, j'en avais parlé l'an dernier, depuis l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue en août 1791, l'abolition de l'esclavage d'abord par les commissaires de la République sur place, puis évidemment par la Convention en 1794, les années de gouvernement de Toussaint Louverture, qui culminent avec la Constitution de 1801, puis l'expédition militaire décidée par Bonaparte pour reprendre le contrôle total de l'île,
et certainement en vue de rétablir l'esclavage, expédition qui conduit, vous le savez, à l'arrestation et à la déportation de Toussaint Louverture, mais aussi à la révolte contre les Français, sous l'autorité de Jean-Jacques Dessalines, puis la victoire de ce qu'on appelle, ce que les Haïtiens eux-mêmes appelaient l'armée indigène, lors de la grande bataille de Vertières, 18 novembre 1803, et enfin l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804. Je vais aller un peu vite pour le récit détaillé. Il existe de nombreuses histoires de la Révolution haïtienne, mais sans doute la plus fiable et la plus accessible en français actuellement est celle de Laurent Dubois, Les Vengeurs du Nouveau Monde, que vous avez ici. Longtemps négligée au profit des révolutions françaises et américaines, ou je devrais dire états-uniennes, la révolution haïtienne est aujourd'hui assez unanimement considérée comme une des dates essentielles de l'histoire mondiale et notamment de l'histoire moderne. C'est la première révolution d'esclaves ayant abouti à l'existence d'un État noir indépendant, avec de nombreuses nuances, un consensus s'est établi sur l'importance à la fois politique et symbolique de cette révolution comme seconde naissance de l'universalisme politique moderne après la Révolution française de 1789, comme un moment d'émancipation universelle selon la formule de l'historien Nick Nesbitt. Alors, je dis avec des nuances, car en réalité, il y a plusieurs façons de voir les choses. Certains y voient dans cette révolution un approfondissement de l'universalité des droits de l'homme proclamée dans la déclaration du 26 août 1789. Au fond, cette universalité, celle des droits de l'homme de 89, restait en quelque sorte en suspens. Elle était illimitée en théorie, mais restreinte en pratique, puisque les constituants français, pas plus d'ailleurs que les pères fondateurs des États-Unis, n'avaient su ou voulu abolir l'esclavage. C'était donc une universalité en puissance. La révolution haïtienne aurait ainsi élargi les principes universalistes des révolutions atlantiques françaises et américaines pour y intégrer la diversité humaine et un principe plus radical d'égalité universelle et de liberté pour tous. Alors, d'autres chercheurs, au contraire, insistent plutôt sur l'opposition entre les principes anticolonialistes et anti-esclavagistes de la révolution haïtienne, sur lesquels je vais revenir dans un instant, et l'universalisme des Lumières qui nourrit la Révolution française et qui resterait fondamentalement aveugle à la question de l'esclavage, voire implicitement raciste. Le risque, à mes yeux, c'est de remplacer un mythe politique par un autre, celui de l'universalisme de la Révolution française par celui de l'universalisme de la Révolution haïtienne. Le premier étant le grand récit des origines de la modernité libérale, le second, celui de la modernité décoloniale. Alors, bien sûr, le jugement que l'on se fait dépend de l'idée que l'on a de l'universalisme des Lumières. Je ne reviens pas, on en parle depuis maintenant ensemble depuis presque 2 ans, mais aussi de l'interprétation de la révolution haïtienne elle-même. Faut-il insister sur la façon dont les idées révolutionnaires ont circulé à travers l'Atlantique et nourri les aspirations révolutionnaires des esclaves et des libres de couleur, ou plutôt sur un désir encore plus universel, proprement anthropologique, un désir de liberté qui est au fondement de toutes les révoltes serviles de l'histoire et qui, au fond, n'avait pas besoin de la philosophie du droit naturel pour s'exprimer, pour prendre les armes et pour réclamer sa liberté. Ou encore sur l'importance des traditions militaires, culturelles, propres aux esclaves récemment arrivés d'Afrique, qui étaient majoritaires en 1791, et notamment le vaudou. Toutes ces questions alimentent aujourd'hui les débats des historiennes et des historiens sur les causes et les dynamiques de la révolution haïtienne. Mais il y a peut-être une autre façon d'aborder la question, qui est de s'interroger sur la façon dont les Haïtiens eux-mêmes ont justifié leurs actions
Donc non pas comment les historiens et les historiennes aujourd'hui interprètent, mais comment eux-mêmes les ont commentés, notamment dans les premières années de l'indépendance, au moment où s'est développée une intense culture écrite portée par des journaux, par la publication de nombreux ouvrages et pamphlets qui étaient à la fois destinés à la population haïtienne, mais aussi au public européen et nord-américain. Dans un livre essentiel dont je vous ai déjà parlé l'an dernier, Michel Rolph Trouillot, donc livre intitulé Silencing the Past, Michel Rolph Trouillot a montré que la révolution haïtienne avait été réduite au silence, à la fois par les contemporains, qui n'avaient pas réussi à comprendre ou à prendre au sérieux cette révolution impensable, c'est sa formule, tant ils étaient prisonniers de leurs préjugés ethnocentristes, puis à nouveau réduite au silence par l'historiographie occidentale. Alors, la thèse peut être nuancée sur certains points, elle l'a été. Elle était globalement vraie, je crois, au moment où Trouillot a publié ce livre en 1995. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, les choses ont beaucoup changé, la révolution haïtienne faisant désormais l'objet de très nombreux et importants travaux, à l'exception notable, il faut bien le dire, de la France, où le sujet a du mal à percer la chape du silence. Et le fait que le livre de Trouillot, qui est un classique de l'historiographie un peu partout, ne soit toujours pas traduit en français, en est un indice consternant. On peut d'ailleurs remarquer que l'anniversaire, donc le bicentenaire de la révolution de l'indépendance haïtienne, celle de 2004, a été éclipsé, pour dire gentiment, par l'intervention militaire franco-américaine qui a forcé le président Aristide à quitter le pouvoir cette même année, officiellement en raison d'une évolution autocratique du pouvoir d'Aristide, sans doute officieusement, en partie parce qu'il avait osé réclamer un an plus tôt des réparations à la France pour les indemnités, certains parlent de la rançon de 1825, et nous en reparlerons au mois de juin. En revanche, donc, une révolution silencée, réduite au silence dans l'historiographie occidentale, au moins jusqu'aux années 1990, où il n'y en avait que pour les deux grandes révolutions, française et états-unienne. En revanche, il est clair que la révolution haïtienne n'a pas du tout fait l'objet du même silence en dehors de l'Europe. Elle a joué un rôle essentiel dans toute la pensée anticoloniale et panafricaniste au XXe siècle. J'en reparlerai plus longuement la semaine prochaine. Elle a fait aussi l'objet, et ça c'est la leçon d'aujourd'hui, de très nombreux textes et discours, en Haïti même évidemment, tout au long du XIXe siècle, notamment avec les travaux de ces grands historiens haïtiens que furent Beaubrun-Ardouin, Thomas Madiou et Joseph Saint-Rémy. Très récemment, l'historienne Marlène Daute a entrepris de leur rendre justice en écrivant une histoire intellectuelle d'Haïti sur la base des écrits de ces grands historiens haïtiens qui se sont donnés pour mission, au cours du XIXe siècle, comme leur contemporain Michelet en France, à la même époque, d'écrire une histoire de la nation, mais cette fois de la nation haïtienne, qui soit aussi une leçon politique pour le présent, en ressuscitant les morts, ou plutôt en réveillant les cendres, selon une métaphore très présente dans les textes haïtiens de l'indépendance, et qui donne son titre au livre de Marlène Daute, Awakening the Ashes. Les premières années du XIXe siècle furent d'ailleurs marquées par l'essor d'une littérature politique haïtienne vigoureusement anticoloniale. Une figure notamment a été redécouverte ces dernières années et suscite un intérêt croissant. Il s'agit du baron de Vasté, qui fut le principal secrétaire du roi Christophe, son publiciste officiel, publiant de nombreux écrits et pamphlets pour défendre Haïti. Vasté était né en 1781 dans le nord de Saint-Domingue. Il s'appelait Pompée Valentin Vasté. Il prit le nom de baron sous le règne de Christophe. Il était le fils d'un planteur blanc d'origine normande et d'une mère libre de couleur. En 1806,
Il devient le principal secrétaire de Christophe, le précepteur de son fils aîné et l'idéologue du régime. Il produisit une œuvre importante qui fait de lui aujourd'hui un des premiers historiens de la Révolution haïtienne, mais aussi une des figures majeures de l'humanisme noir atlantique, selon Marlène Daut, encore elle, qui lui a consacré en 2019, donc avant le livre que vous avez sous les yeux, un autre livre, une importante monographie sous ce titre justement de Black Atlantic Humanism. Cet humanisme noir se définit, selon elle, par trois caractéristiques: anticolonialisme, anti-esclavagisme et antiracisme. Si bien que Vastet est parfois célébré aujourd'hui comme une des premières grandes figures de la pensée anticoloniale et de la pensée de la négritude. En 1820, après la chute de Christophe, après la chute et le suicide de Christophe, Vastet fut arrêté et exécuté. Alors, Vastet a beaucoup écrit toute une série de textes, donc on redécouvre ces dernières années, et son livre le plus célèbre, c'est Le système colonial dévoilé, publié en 1814. C'est un texte important qui est constitué au fond d'un rappel des horreurs perpétuées par les colons esclavagistes dans les colonies antillaises, et tout particulièrement à Haïti. Le geste rhétorique est celui du dévoilement, le système colonial dévoilé, derrière les belles paroles des Européens, derrière leur langage de liberté, égalité, fraternité, eh bien, l'auteur révèle ce qu'a été la réalité d'un système d'exploitation fondé sur la destruction des anciennes populations de l'île d'Haïti, puis la déportation des esclaves africains et la mise en place d'une économie de plantation fondée sur la déshumanisation et la violence systémique. Et dès l'exergue, que vous arrivez peut-être à lire ici sur la couverture, le ton était donné, le voilà donc connu, ce secret plein d'horreur, le système colonial, c'est la domination des Blancs, c'est le massacre ou l'esclavage des Noirs. La grande force de Vastet est d'associer la dénonciation de la colonisation et celle de l'esclavage. La première, c'est-à-dire la dénonciation de la colonisation, eh bien, elle ne recouvre pas, elle ne désigne pas simplement la colonisation, le fait d'occuper des territoires, elle n'est pas une question seulement politique, elle est sociale, elle est anthropologique, puisqu'elle a pris la forme aux Antilles d'une violence exercée sur les corps et sur les âmes, et donc, je le disais à l'instant, d'une déshumanisation. Si bien que l'indépendance d'Haïti, présentée par Vastet, eh bien, elle a à la fois une dimension locale, c'est la destruction du système de plantation et l'existence d'un État particulier, Haïti, et elle a une portée universelle, puisque la souveraineté d'Haïti affirme la dignité de tout être humain contre les atrocités associées au système colonial. Alors on peut voir, bien sûr, dans le système colonial dévoilé, le point de départ d'une pensée noire abolitionniste. D'ailleurs, dans un autre texte, Vastet prend même des accents prophétiques et semble annoncer le grand mouvement de décolonisation et d'émancipation véritablement universelle, je cite, « 500 millions d'hommes noirs, jaunes et basanés, répandus sur la surface du globe, revendiquent les droits et privilèges qu'ils ont reçus de l'auteur de la nature. » Et de fait, Vastet a eu, au XIXe siècle, une influence importante sur de nombreux auteurs noirs américains, comme Frédéric Douglass, grand abolitionniste. Il est donc tentant, et en grande partie, je dois dire légitime, de voir en lui le fondateur d'une lignée de la pensée noire, ou même de lumière noire, menant à l'anticolonialisme et à la négritude. J'avais cité l'an dernier une très utile anthologie de la pensée noire aux éditions Hors d'atteinte qui documente très bien l'existence donc d'un véritable courant de pensée avec de très nombreux auteurs entre les États-Unis et Haïti. Donc les circulations, de ce point de vue-là, sont très importantes et ont souvent été méconnues depuis une histoire intellectuelle écrite depuis l'Europe.
de plus en plus d'auteurs décoloniaux, aujourd'hui, voient en Vastet un précurseur, et dans son système colonial dévoilé, selon l'expression de Norman Ajari, je cite, « la première critique systémique du colonialisme jamais rédigée depuis la perspective du nègre et du colonisé », fin de la citation extraite de son manifeste afro-décolonial. Mais on peut aussi remarquer, on doit aussi remarquer, je crois, que les écrits de Vastet s'inscrivent aussi dans la continuité de cet universalisme critique que j'ai évoqué à plusieurs reprises et dont on trouve les racines dans de nombreux textes européens du XVIIIe siècle, notamment chez Diderot ou chez Bernardin de Saint-Pierre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que Vastet n'a rien inventé, qu'il se contente de reprendre des idées européennes. Ce n'est évidemment pas le cas. Et de toute façon, même lorsqu'il les reprend, il leur donne un tour très différent, ne serait-ce qu'en écrivant à partir de l'expérience tout à fait inédite qui est celle de la Révolution haïtienne et qui se traduit par une forme d'énonciation spécifique puisqu'il écrit au nom des anciens esclaves, même si lui-même n'a jamais été esclave. De fait, son rejet radical de l'esclavage et de toute forme de hiérarchie raciale ne trouve pas vraiment d'équivalent au XVIIIe siècle. Mais il est néanmoins important d'insister sur la continuité. Vastet n'est pas un point d'origine, encore moins le théoricien d'une rupture avec les Lumières européennes, comme on le croit parfois, mais plutôt un relais inspiré à la fois par l'abolitionnisme européen et par la spécificité et la nouveauté de l'expérience haïtienne. Il se réfère d'ailleurs volontiers à des auteurs européens du XVIIIe siècle et fait à plusieurs reprises l'éloge des abolitionnistes, notamment de l'immortel Wilberforce et du vertueux abbé Grégoire, pour reprendre une formule qu'il affectionne et qu'on retrouve dans plusieurs de ses textes. Et de fait, Vastet n'hésite pas à reprendre souvent le vocabulaire des Lumières et du progrès. Il écrit par exemple « La postérité ne croira jamais que c'est dans un siècle de lumière comme le nôtre que des hommes qui se disent savants, des philosophes, ont voulu faire descendre à la condition de la brute des hommes en contestant l'unité du type primitif de la race humaine. » Donc, critique des hiérarchies raciales et du racisme, mais au nom de quoi? Au nom d'un siècle des Lumières comme le nôtre. Ou encore, un peu plus loin, c'est toujours le système colonial dévoilé, sommes-nous encore dans ces siècles d'ignorance et de superstition où Copernic et Galilée passaient pour des hérétiques et des sorciers? Où sommes-nous en effet dans ce temps de lumière qui a vu naître tous ces grands génies qui ont illustré leur patrie par leurs immortels travaux? Vous voyez, là, on croirait lire les encyclopédistes. Mieux même, je ne sais pas, Vastet s'approprie le discours sur les bienfaits de la civilisation. Son souci n'est pas tant de le remettre en question ou d'en renverser les attendus, que de démontrer la totale aptitude des Africains à la civilisation, grâce à l'exemple d'Haïti. Mais encore faut-il leur permettre de s'éclairer et de progresser. D'où plusieurs passages assez surprenants à première vue dans lesquels il appelle l'Angleterre à apporter la civilisation en Afrique. L'Angleterre qui, au moment où il écrit, vient d'interdire la traite, en 1807, grâce aux efforts du mouvement abolitionniste, fait en effet l'objet d'hommages très marqués. Noble et généreuse Angleterre, il vous appartenait de cicatriser la plaie la plus affreuse, la plus terrible qui ait jamais affligé l'humanité. Il vous appartient maintenant d'opérer la régénération d'une moitié des habitants de ce globe en portant les lumières et la civilisation dans le sein de nos frères d'Afrique. Rappelez cette partie du monde à la paix et au bonheur, rendez à la morale et à la sociabilité une immensité de créatures, etc. C'est assez troublant parce que, vous voyez, Vastet semble ici plutôt anticiper la mission civilisatrice de l'Europe que la critique décoloniale. Et il y revient à plusieurs reprises. Au lieu de désoler l'Afrique par cet infâme trafic, pourquoi les Européens ne tournent point leurs efforts à civiliser cette grande partie du genre humain? Civiliser l'Afrique en y apportant les sciences et les arts, en y faisant fleurir l'agriculture et le commerce, cette entreprise glorieuse et digne d'une nation magnanime
et éclairée. Alors, l'éloge de l'Angleterre civilisatrice, dont le destin et la vocation sont de civiliser le monde, et notamment l'Afrique, s'inscrit évidemment dans un contexte géopolitique où il s'agit d'opposer l'Angleterre à la France, celle-ci ayant au contraire trahi les idéaux révolutionnaires pour sombrer dans la réaction. Mais le texte révèle aussi un imaginaire beaucoup plus perméable qu'on pourrait le penser à la rhétorique des Lumières et au langage de la civilisation. Il faut insister ici sur le fait que Vasté est extrêmement conscient de ce qu'il écrit, de son style, des références qu'il mobilise et des formes d'interpellation oratoire qu'il produit. Ses écrits participent d'une stratégie éditoriale qui à la fois lui est propre, au sens où il s'agit d'imposer ses idées et son ton dans un débat intellectuel transatlantique, mais qui correspond aussi, cette stratégie éditoriale, elle correspond aussi à une politique réfléchie de la part de Christophe et de son entourage. Cette politique consiste à mener une véritable guerre de plumes, à la fois à l'égard du monde extérieur, mais aussi des adversaires de l'intérieur. Alors, Doris Garraway, qui est une chercheuse américaine, a insisté sur le premier aspect. Elle a montré que Christophe avait mis en place toute une stratégie consistant à produire des écrits théoriques, à répondre le plus systématiquement possible à tous les adversaires d'Haïti, par exemple le baron Maloué, ministre des Affaires étrangères française, que Vasté réfute vertement. Il s'agissait à la fois de mener une action de propagande internationale assez classique, mais aussi de faire exister par l'écrit le nouvel État haïtien, d'affirmer ainsi sa légitimité et son indépendance, non seulement à travers les arguments déployés, mais aussi par le simple fait de manifester l'existence d'une culture intellectuelle sur la scène internationale. C'était évidemment une façon très habile de réfuter par l'exemple tous les préjugés racistes hostiles aux Noirs. Quelle meilleure preuve des capacités d'autogouvernement des anciens esclaves que le fait qu'ils soient capables d'argumenter contre les auteurs français, tout en entrant dans un dialogue respectueux avec d'autres, par exemple avec l'abbé Grégoire, avec lequel ils entretenaient des correspondances et qui leur servaient de relais dans l'opinion. Deuxièmement, comme l'a montré, donc je dis vers l'extérieur, mais aussi campagne de plume vers l'intérieur, comme l'a montré une autre historienne, Shelza Stieber, dans un livre récent intitulé Haiti's Paper War. Ces écrits étaient aussi dirigés donc, contre d'autres groupes de la vie intellectuelle et politique haïtienne, et notamment, à l'époque de Vasté, contre la République dirigée par Pétion au sud. Je rappelle que Haïti, pendant plusieurs années, a été divisé entre un royaume de Christophe au nord et la République au sud. Et pour cette raison, il serait erroné de faire de Vasté le porte-parole de la pensée haïtienne ou l'interprète de la révolution haïtienne, car cette révolution a été plurielle, complexe, mettant en rivalité plusieurs groupes, plusieurs factions, unis dans le combat contre l'esclavage, unis dans le combat pour l'indépendance, mais divisés selon des lignes politiques, sociales et aussi raciales, notamment entre les Noirs et les mulâtres. Les uns et les autres avaient des intérêts divergents, voire opposés au début de la Révolution, puisque en 1791, les libres de couleur se sont d'abord tenus à l'écart de la révolte des esclaves, d'autant qu'eux-mêmes en possédaient souvent et n'étaient pas forcément favorables à l'abolition. La dynamique de la guerre les a amenés à s'allier sous le slogan de « liberté générale », brandi par Toussaint Louverture, mais les tensions sont restées vives, ne l'oublions pas, tout au long de la guerre et ressurgiront après l'indépendance, donc notamment à travers le conflit entre Pétion et Christophe, même si il faut se garder de faire de l'opposition, comme certains ont voulu le faire, de l'opposition entre Noirs et mulâtres, la principale grille d'interprétation, tant les conflits internes étaient nombreux. Même au cœur du moment le plus intense
de la guerre d'indépendance, c'est-à-dire le moment de la guerre contre l'expédition de Leclerc et Rochambeau, certains généraux noirs gardèrent leur autonomie à l'égard de Dessalines et de Christophe, tel Jean-Baptiste Sans Souci, que Christophe fit assassiner et dont Michel-Rolf Trouillot a rappelé la mémoire. Je vous renvoie donc au formidable deuxième chapitre de Silencing the Past, qui porte justement sur la façon dont cette guerre dans la guerre, c'est l'expression de Trouillot, s'est déroulée entre les chefs de l'armée indigène et a elle-même été en grande partie effacée de la mémoire haïtienne. Par la suite, après l'indépendance et surtout après l'assassinat de Dessalines le 17 octobre 1806, eh bien, une guerre civile de 14 ans s'est ouverte et toute l'histoire d'Haïti au XIXe siècle fut marquée par des conflits internes, même après la réunification républicaine de 1820. Et donc c'est important parce que, disons que ce mouvement de redécouverte de la personne et de l'œuvre de Vastet est extrêmement important parce qu'elle nous restitue tout un courant intellectuel, mais le risque parfois est d'en faire le théoricien de la révolution haïtienne. En réalité, Vastet était un des idéologues, et on peut même dire un des propagandistes de Christophe, mais il n'était pas le seul, et la pensée haïtienne post-indépendance avait bien d'autres voies. Et donc il faut repartir justement de l'indépendance, en janvier 1804. Dessalines avait, avant Christophe, lui aussi, parfaitement conscience de la nécessité de mener de véritables guerres de plumes pour affirmer par écrit la légitimité du nouvel État et de ses revendications. À ce titre, la déclaration d'indépendance et la proclamation qui l'accompagnent sont des textes extrêmement importants. La déclaration elle-même est assez sobre, puisque les principaux généraux de l'armée indigène, réunis autour de Dessalines, affirment leur résolution de jouir d'une liberté consacrée par le sang du peuple de cette île et prêter serment, je cite, « jurant à la postérité et à l'univers entier de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination ». Alors, ce texte était signé par les principaux généraux de l'armée indigène, sans doute rédigé par un autre des secrétaires de Dessalines, Boiron-Tonnerre, mais il était aussi accompagné, par exemple dans cette affiche, cette proclamation que vous voyez ici, d'une longue déclaration, une proclamation plus longue, plus virulente, plus explicite, signée par Dessalines lui-même. Le général en chef y réaffirmait évidemment sa détermination à assurer l'indépendance, mais le ton d'hostilité à l'égard de la France était plus marqué et accompagné d'un véritable appel à la vengeance. Les Français, dit-il, ne sont plus des amis et des frères, ils sont en quelque sorte, ils se sont eux-mêmes déshumanisés, ils doivent donc être chassés et interdits sur l'île. Il faut prendre, dit Dessalines, la terrible résolution, vocabulaire de la terreur, la terrible résolution de vouer à la mort tout Français qui voudrait s'installer sur l'île. Alors, pour comprendre la virulence de ce langage, il faut rappeler non seulement ce que vous savez, c'est-à-dire ce que fut le régime esclavagiste à Saint-Domingue et dans les Antilles, ou notamment à Saint-Domingue, où au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, moins de 30 000 Blancs dominaient 400 000 esclaves noirs, mais aussi les horreurs de la traite elle-même. Cela est évidemment tristement connu, mais ce qu'il est peut-être moins, c'est la terrible violence qui a accompagné la tentative de reconquête de l'île par l'expédition Leclerc, notamment la dernière année, en 1803, sous les ordres du général Rochambeau, qui eut recours à la torture, aux exécutions sommaires et à l'utilisation de 300 chiens dressés à attaquer les esclaves. Comme l'écrivent Bernard Guénaud et Mayol Massé, les officiers du corps expéditionnaire se comportaient comme des contremaîtres sur une plantation esclavagiste et les atrocités commises relevaient d'une politique de terreur pensée dans un but stratégique
qui s'est d'ailleurs révélé totalement contre-efficace, puisqu'il a au contraire favorisé le ralliement des modérés à l'armée commandée par Dessalines. C'est un épisode particulièrement cruel et honteux, moins connu encore que les violences de la colonisation de l'Algérie, que j'avais rappelé il y a 3 semaines et qui ne semble toujours pas faire consensus. Il n'est donc pas étonnant que Dessalines, au moment de proclamer l'indépendance, ait eu recours au langage de la vengeance réclamée, disait-il, par les âmes des morts, par toutes les victimes du commerce triangulaire et de la violence coloniale. Je le cite. Je cite donc cette proclamation que vous avez ici. Citoyens indigènes, hommes, femmes, filles et enfants, portez les regards sur toutes les parties de cette île. Cherchez-y, vous, vos épouses, vous, vos maris, vous, vos frères, vous, vos sœurs. Que dis-je? Cherchez-y vos enfants à la mamelle. Que sont-ils devenus? Je frémis de le dire, la proie des vautours. Au lieu de ces vautours, au lieu de ces victimes intéressantes, votre œil consterné n'aperçoit que leurs assassins, que les tigres dégoûtant encore de leur sang et dont l'affreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre lenteur à les venger. Qu'attendez-vous pour apaiser leur manne? Songez que vous avez voulu que vos restes reposassent auprès de ceux de vos pères quand vous avez chassé la tyrannie. Descendrez-vous dans leurs tombes sans les avoir vengés? Non, leurs ossements repousseraient les vôtres. Cette demande de vengeance interdit évidemment aux Français tout accès à l'île. Il faut, dit Dessalines, se séparer radicalement de ce peuple. En revanche, Dessalines prend soin de n'annoncer aucun prosélytisme révolutionnaire. Il s'agit surtout ici de rassurer les Anglais et les Espagnols. Paix à nos voisins, mais anathème au nom français, haine éternelle à la France, voilà notre cri. Cette proclamation, éloquente et virulente, est entièrement tournée vers l'affirmation du rejet radical du colonialisme dont la France est devenue le symbole honni. L'indépendance d'Haïti n'est pas seulement, donc j'y reviens, l'affirmation d'une souveraineté particulière, elle tient un langage universel sur le rejet de l'esclavage et de la domination coloniale. En revanche, ce qui est tout aussi frappant, c'est qu'on ne trouve aucune référence ici faite au droit individuel, au principe du libéralisme politique. La liberté est très fortement affirmée, mais c'est une liberté conçue comme un mouvement d'indépendance anticoloniale et pas un mouvement fondé sur la liberté des individus. C'est très net dès les premiers mots du texte, donc on monte un peu en avant dans cette proclamation. Ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de la liberté. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans un pays qui vous a vu naître. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Et la phrase intéressante ici, c'est « il faut assurer à jamais l'empire de la liberté », qu'on peut lire au sens figuré, comme un triomphe de la liberté, mais aussi dans un sens plus littéral, si on pense que la question du régime politique, qui allait être celui du nouvel État haïtien indépendant, était dans toutes les têtes. Et qu'après quelques mois d'incertitude, Dessalines se proclama empereur le 2 septembre 1804, peut-être sans doute parce qu'il avait appris que Napoléon lui-même s'apprêtait à le faire de l'autre côté de l'Atlantique. Autrement dit, l'empire de la liberté, c'est aussi, au sens propre, c'est la liberté au sens anticolonial, va être assurée par un empire. La toute fin du texte est même une menace voilée. Dessalines passe à la première personne et s'adresse au peuple haïtien, ce peuple désormais libre. Si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destinées me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Mais loin de moi cette affreuse idée. Tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l'appui du chef qui te commande. La proclamation s'adresse donc évidemment au monde extérieur pour affirmer la détermination d'un État résolument abolitionniste,
mais aussi aux adversaires de l'intérieur, et notamment aux chefs mulâtres tentés par une politique plus libérale. Dessalines ira encore plus loin dans sa proclamation du 28 avril, toujours 1804, quelques mois plus tard, dans laquelle il justifie les massacres des Français qui se sont déroulés sous ses ordres de février à avril, aboutissant à la mort de 3 000 à 5 000 personnes, la quasi-totalité de la population blanche qui restait sur l'île. Dessalines défend ces massacres qui ont horrifié l'opinion internationale comme un acte d'autodéfense pour éviter le risque d'une nouvelle invasion, mais aussi comme un acte de vengeance après les crimes de l'esclavage, mais aussi les crimes que je viens de rappeler de Leclerc et Rochambeau. Et enfin, comme un acte de terreur nécessaire pour marquer la détermination du nouvel État à se défendre. Alors il est frappant de constater que Dessalines, dans ces deux proclamations, reprend en réalité le vocabulaire du gouvernement révolutionnaire français, de la patrie en danger, de la détermination politique et de la terreur nécessaire. Il s'inscrit aussi, et au-delà, dans la continuité d'une certaine violence verbale qui était présente, vous vous en souvenez, dans les textes anticoloniaux des Lumières, ceux que j'avais rassemblés donc sous le titre de l'universalisme critique. Rappelez-vous ce texte de Diderot que j'ai cité l'an dernier, que j'ai recité lors de la première séance en janvier, qui est inséré dans l'histoire philosophique des deux Indes de l'abbé Raynal, dans lequel Diderot évoque le nouveau Spartacus qui devait apparaître pour brandir l'étendard de la liberté et mener les esclaves à la révolte. Diderot jouait ouvertement avec l'imaginaire de la vengeance et de la violence, écrivant, je recite ce texte, « Les champs américains s'enivreront avec transport d'un sang qu'ils attendaient depuis si longtemps, et les ossements de tant d'infortunés entassés depuis 3 siècles tressailliront de joie. » Les ossements de tant d'infortunés entassés depuis 3 siècles tressailliront de joie. Alors, je fais volontiers l'hypothèse que la référence aux ossements dans la proclamation de Dessalines qui accompagne la déclaration d'indépendance, ces ossements qui attendent vengeance, pourrait être une réminiscence de ce texte de l'histoire philosophique des deux Indes, un texte qui était connu à Saint-Domingue à l'époque de la Révolution. Quant à la déclaration du 28 avril, que je viens de citer aussi assez longuement, elle comporte un passage célèbre qui, lui, en revanche, a retenu l'attention des chercheurs. Dessalines écrit ceci, ce texte dit ceci, « Oui, nous avons rendu à ces vrais cannibales, ce sont les Français, oui, nous avons rendu à ces vrais cannibales, guerre pour guerre, crime pour crime, outrage pour outrage. Oui, j'ai sauvé mon pays, j'ai sauvé l'Amérique. » Or, cette phrase, « j'ai sauvé l'Amérique », eh bien, elle est très certainement une citation de Voltaire. Là, je vous ai pris par surprise. Oui, là, vous ne l'y attendez pas. Diderot, ok, mais une citation de Voltaire. Une citation d'une pièce de théâtre de Voltaire qui était très célèbre au XVIIIe siècle, on ne joue plus beaucoup, qui s'appelait Alzire, Alzire ou Les Américains. Ah oui, je ne vous ai pas mis la... Bon, voilà, c'est pas grave. J'ai oublié de vous montrer des choses, mais c'est pas grave. C'est une pièce qui a été beaucoup jouée sur le théâtre de Saint-Domingue avant la Révolution, un théâtre qui, je rappelle, je le dis, était un théâtre extrêmement populaire, comme l'ont montré les travaux anciens de l'historien haïtien Jean Fouchard, mais aussi, concernant plus particulièrement Alzire, un article de Bernard Camier et Laurent Dubois dans la Revue d'histoire moderne et contemporaine en 2007. L'action de cette pièce de Voltaire, Alzire, se déroule au Pérou, et elle raconte l'histoire du chef inca Zamor et de son amante Alzire. Le paradoxe, bien sûr, c'est que cette pièce pouvait faire l'objet d'une lecture anticoloniale à travers les discours de Zamor. Il y a des grands discours de Zamor, donc ce chef révolté contre les colons espagnols, et qu'en même temps, elle passait totalement sous silence la question de l'esclavage des Noirs. Or, un des vers les plus célèbres de la pièce, très souvent cité, était prononcé par Zamor, parlant des indigènes révoltés, et il écrivait, Zamor disait « Ils sont dans nos forêts et leur foule héroïque vient périr sous ces murs ou venger l'Amérique. »
Alors, vous allez me dire, oui, bon, ok, mais comment est-ce qu'on pourrait être certain que l'expression « j'ai sauvé l'Amérique » dans la proclamation de Dessalines est bien une référence à ces vers de Voltaire? Eh bien, il se trouve que le secrétaire de Dessalines, qui a très certainement rédigé ou co-rédigé cette proclamation, était Juste Chanlatte, qui lui aussi a rejoint ensuite Christophe et, comme Vastet, a été un des publicistes officiels du roi Christophe. Il a publié plusieurs textes en défense d'Haïti, et en particulier un texte en 1810 intitulé « Le cri de la nature », un texte qui a été commenté de façon très intéressante par chercheur littérature Chris Bonji, sur lequel je m'appuie. Ainsi, il a aussi fait l'objet, je vous ai mis la référence, d'un essai biographique de Grégory Pierrot, publié dans The Journal of Haitian Studies en 2019. Ce sont des travaux très récents parce qu'en fait, ce texte de Chanlatte avait disparu. Il était connu sous une autre forme, je vais vous en dire un mot dans un instant, mais ce texte avait en quelque sorte disparu. Or, dans ce texte qui a été retrouvé, eh bien, figure en exergue donc, du cri de la nature, eh bien, une citation d'Alzire, de Voltaire. Ce qui montre que Juste Chanlatte, qui a rédigé la déclaration du 28 avril 1804, était extrêmement familier de cette pièce et aimait la citer. Donc, on a une probabilité extrêmement forte, renforcée d'ailleurs par le fait que, d'ailleurs dans le cri de la nature de Chanlatte, il y a d'autres références à Voltaire et d'autres citations de pièces de Voltaire, et que par ailleurs, Alzire, ainsi qu'une autre pièce de Voltaire moins connue, Eriphyle, était citée dès 1791 dans le journal tenu par les citoyens de couleur de Léogane, qui étaient des libres de couleur modérés, qui écrivaient en 1791 à l'Assemblée constituante pour les alerter sur leur situation. Ce qui prouve en tout cas que les libres de couleur de Saint-Domingue étaient tous ceux qui vont ensuite nourrir ce groupe d'écrivains publicistes autour d'abord de Dessalines puis de Christophe. Eh bien, ces écrivains, ces libres de couleur de Saint-Domingue étaient, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, familiers avec le théâtre voltairien. Le cri de la nature s'inscrit justement et s'inscrit ouvertement dans un dialogue avec les Lumières européennes. Donc, l'auteur cite, met en exergue Voltaire, il cite plusieurs reprises Voltaire, il cite aussi, il répond explicitement à Grégoire, à l'abbé Grégoire, mais son objectif principal est de déconstruire totalement les catégories raciales qui étaient très largement encore celles de ses adversaires abolitionnistes. Il défend une égalité complète, intégrale, et s'exprime à la première personne du pluriel, au nom d'un « nous », d'une expérience de l'esclavage, d'une expérience de l'asservissement. L'unité humaine et l'égalité sont les seules façons, dit-il, de lutter contre l'esclavage, car, je cite, « désavouer en nous l'unité d'espèce », ça l'universalisme, non ? Désavouer en nous l'unité d'espèce, poser en fait notre infériorité morale, c'était légitimer en quelque sorte le trafic des vendeurs de chair humaine et constituer en principe le droit de l'esclavage. Et le mouvement rhétorique ici n'est pas seulement celui donc, du dévoilement, mais bien celui du cri, c'est le titre, le cri de la nature, figure que l'on retrouve aussi dans un autre texte de Vastet, qui est son cri de la patrie, publié en 1807. Comme le remarque Chris Bonji, ce qui est très frappant, c'est que le texte de Chanlatte a été réédité en 1824 par un auteur français, Bouvet de Crécé. C'est comme ça qu'on l'a connu ensuite. Bouvet de Crécé, c'était un auteur favorable à l'abolition de l'esclavage, mais en rééditant le texte de Chanlatte, il a totalement modifié le dispositif éditorial. D'abord, il a retiré le nom de Chanlatte, il a remplacé le titre, qui n'était plus un dispositif de l'énonciation subjective, le cri, mais celui du récit objectif, puisque ça s'appelait désormais « Histoire de la catastrophe de Saint-Domingue ». Vous voyez, le cri de la nature, Histoire de la catastrophe de Saint-Domingue, c'est plus tout à fait la même chose. Il a retiré la citation de Voltaire qui était en exergue, ainsi qu'une autre en latin, qu'il a supprimée aussi, parce que quand même, un intellectuel haïtien qui parle latin,
ça ne va pas, donc il a retiré, qui était aussi une manière, il disait bien que c'était un texte écrit par un auteur haïtien, avec lequel il était en sympathie, puisqu'il luttait pour les mêmes choses, mais il a modifié tout le dispositif éditorial, notamment donc les citations, et surtout, il a, partout où Chanlat parlait des Haïtiens, il a remplacé et il a mis les Noirs. Comme si, malgré toute sa bonne volonté abolitionniste, ou peut-être même en raison justement de ce programme politique, eh bien, l'auteur européen ne pouvait s'empêcher de recoder le texte en termes raciaux, comme d'ailleurs dans le grand texte de Grégoire, auquel Chanlat répondait, texte qui s'appelle, vous le savez, « De la littérature des nègres », qui, pour défendre, c'était le projet de Grégoire, qui, pour défendre les aptitudes intellectuelles et culturelles des Noirs, se croyait obligé de reprendre cette catégorie et surtout le vocabulaire esclavagiste. On voit le paradoxe d'un humanisme abolitionniste européen prisonnier de cadres intellectuels racialistes, là où le langage politique haïtien affirmait au contraire un universalisme proprement politique, celui de la légitimité et du destin de l'État haïtien et du rejet du colonialisme et de l'esclavage comme des formes de domination fondées sur une pensée raciale. Mais cet universalisme lui-même, je l'ai esquissé il y a un instant, cet universalisme de l'État haïtien n'était pas sans difficulté, il n'était pas sans ombre, car derrière l'affirmation d'une indifférence à la couleur, en réalité, puisque, je ne l'ai pas dit, mais dans la Constitution de 1805, tous les Haïtiens sont réputés noirs, eh bien, derrière, en réalité, perduraient de vives tensions sociales et politiques. Des auteurs comme Vasté et Chanlat, écrivant au nom de Christophe, s'adressaient aussi à leurs adversaires politiques, comme je l'ai dit, notamment ceux qui représentaient, du moins en théorie, un courant plus républicain, plus libéral, plus francophile. Courant qu'on trouvait déjà chez Pétion ou chez Gérin en 1806, comme en témoigne, je vais vous mettre quand même leur manifeste du 16 octobre 1806, c'est-à-dire la veille, sans doute un peu antidatée, parce qu'en fait, le 16 octobre, c'est la veille de l'assassinat de Dessalines, et manifeste résistance à l'oppression, qui en appelait à la vraie liberté, dénoncer la tyrannie de Dessalines et adopter le vocabulaire des Lumières libérales pour réclamer une constitution. Puis, de 1806 à 1820, donc de la mort de Dessalines à celle de Pétion, Haïti, je vous l'ai dit tout à l'heure, est divisé donc, par le conflit entre une république libérale et un royaume au nord. Sous le gouvernement de Jean-Pierre Boyer, dans les années 1820, se déploie alors le rêve d'une république haïtienne universelle qui aboutit à l'unification de l'île en 1821. Et on peut d'ailleurs remarquer que celle-ci, cette unification, c'est presque ironique, qui est en réalité une conquête militaire, s'est fait au nom, évidemment, de la République haïtienne et de ses idéaux, mais aussi au nom de l'abolition de l'esclavage dans la partie orientale de l'île. Et le fait que, évidemment, c'est logique, puisque cet abolitionnisme était au cœur de la légitimité de l'idéologie de l'État haïtien depuis 1804, mais on peut remarquer que c'est aussi, j'en avais parlé il y a 2 ou 3 semaines, l'abolition de l'esclavage était aussi un des grands arguments impérialistes de la République française au XIXe siècle. Inversement, en 1822, Jean-Pierre Boyer apporta au nom de la République haïtienne son soutien aux révolutionnaires grecs en lutte pour leur indépendance contre l'Empire ottoman. Il réaffirmait ainsi une lettre que Boyer envoie aux révolutionnaires grecs, où il réaffirmait l'attachement d'Haïti au principe de liberté partout dans le monde et multipliait les références à la lutte des Grecs de l'Antiquité contre le despotisme des Perses, regrettant de ne pas être en mesure d'aider financièrement la révolution grecque. Une rumeur circula même à l'époque que des volontaires haïtiens s'étaient embarqués pour participer à la guerre d'indépendance grecque. Boyer se réclamait d'un universalisme républicain, libéral et commercial, mais en réalité,
les tensions intérieures restaient importantes, elles étaient raciales, le pouvoir était largement aux mains des mulâtres, économiques, à cause du choix du commerce et de l'exportation, sociales, code rural très dur pour les cultivateurs, et politique, car en réalité le régime était très loin d'être aussi libéral qu'annoncé, comme l'a montré notamment Jean-René Alix dans son livre « Haïti après l'esclavage ». Et comme le prouve, par exemple, l'exécution en 1822 de Félix Darfour, qui était venu du Soudan, comme son nom l'indique, était installé en Haïti, devenu journaliste, qui publiait dans L'Éclaireur haïtien des critiques du gouvernement, et donc qui fut exécuté en 1822. Toutes ces difficultés, évidemment, furent aggravées par les très lourdes indemnités imposées par la France en 1825. Alors, je n'ai pas le temps de retracer l'histoire politique d'Haïti au XIXe siècle. Je signale simplement que la tendance libérale, républicaine, a persisté et qu'on la trouve incarnée, même minoritaire, et qu'on la trouve incarnée en particulier par de nombreux écrivains et intellectuels, presque tous mulâtres, comme l'a établi Délit Joseph dans sa sociologie historique des intellectuels haïtiens au XIXe siècle, et dont beaucoup étaient tournés vers la France, en laquelle ils voyaient, surtout après 1848, après que la République ait aboli l'esclavage, dans laquelle ils voyaient donc la patrie des droits de l'homme, de la science et de la littérature moderne. Alors, revenons maintenant à Anténor Firmin, qui est l'héritier de ce siècle de débat, et notamment de ce courant libéral et plutôt francophile que je viens d'évoquer. Lorsqu'il arrive à Paris en 1883, il a 33 ans, il est né à Port-au-Prince en 1850, il appartient au Parti libéral, il s'est opposé au président Salomon, et après la défaite de son parti aux élections, il a préféré quitter l'île. Il découvre donc l'obsession des anthropologues français pour la classification et la hiérarchisation des races, leurs mesures complexes, et par exemple le craniomètre inventé par Broca, auquel Firmin doit lui-même se soumettre pour complaire aux savants qui s'étonnent de trouver un esprit si intelligent dans un corps noir. L'anthropologie physique est en effet le paradigme dominant de cette époque. Firmin est un esprit politiquement modéré, il reconnaît volontiers son admiration pour la civilisation européenne, pour la culture intellectuelle, littéraire, artistique de la France, pour ses succès scientifiques. Il croit profondément dans le progrès des Lumières. Il adhère même, tant c'est le vocabulaire scientifique de l'époque, à l'idée d'une pluralité des races humaines, mais en revanche, il mène un combat acharné pour démontrer scientifiquement l'inanité de la théorie de l'inégalité des races. Il reconnaît il pense qu'il y a des races différentes, mais simplement, ces races sont évidemment intellectuellement et culturellement égales. En cela, il répond bien sûr aux anthropologues, mais aussi à Renan, qui avait publié 2 ans auparavant des dialogues philosophiques dans lesquels il défendait, je cite, l'inégalité des races et la légitimité des droits que confère la supériorité des races. Il existait en effet une volonté collective à ce moment-là des intellectuels haïtiens de répondre aux théories racistes en vogue chez les savants républicains français en mettant en avant l'exemple haïtien comme preuve de la capacité des Africains, mais aussi en mobilisant l'histoire et notamment l'Égypte, conçue comme un cas de culture africaine. La supériorité de la civilisation européenne, disait Firmin, est admirable, mais elle est uniquement historique. Elle est le résultat d'une histoire spécifique, elle n'a rien à voir avec de prétendues qualités raciales particulières. En revanche, disait-il, je voudrais un peu développer ça, encore quelques minutes, en revanche, disait-il, la théorie de l'inégalité des races, elle a tout à voir avec la passion colonisatrice des Européens. Loin d'être fondée scientifiquement, cette théorie est en réalité un prétexte pour justifier une domination coloniale injuste au regard même des principes du droit européen. Firmin a parfaitement compris que les Européens utilisent le prestige de la science pour s'autoriser à enfreindre leurs propres règles de justice, et notamment celles de l'égalité universelle des droits et de la souveraineté des peuples. Rappelez-vous que son livre paraît en 1885, l'année même où se tient le Congrès de Berlin et où
Jules Ferry, à l'Assemblée, nous en avions parlé, évoque le droit et le devoir des races supérieures à civiliser les races inférieures. Firmin l'a compris, il l'a anticipé, et il écrit, je le cite, que la théorie de l'inégalité des races est le résultat du plus affreux égoïsme, usurpant le nom de la civilisation, adultérant les plus belles notions de la science pour en faire les soutiens des convoitises matérielles les moins respectables du monde. Les peuples européens, heureux d'être parvenus les premiers à un degré de développement qui leur garantit actuellement une supériorité incontestable, ne voient en dehors de l'Europe que des pays et des hommes à exploiter. Trouvant trop étroit le terrain où ils sont nés et doivent vivre, ils recherchent avec une insatiable ardeur des territoires plus vastes. Partout, chaque jour, se manifeste davantage en Europe cette soif de coloniser qui est devenue insensiblement la passion dominante de la politique. Firmin retrouve ainsi ce qui est au cœur de la pensée haïtienne depuis 1804, la colonisation et le racisme sont fondamentalement liés, le second étant le prétexte de la première. Mais il le fait sur un mode qui n'est plus celui de la dénonciation, qui n'est plus celui de l'appel à la vengeance, mais de l'argumentation rationnelle et scientifique. Et ce faisant, il retourne contre l'Europe ses propres armes, celles de la science, celles des droits de l'homme, et il s'approprie très ouvertement l'héritage des Lumières. La révolution haïtienne et l'égalité des races s'inscrivent parfaitement, à ses yeux, dans la continuité de la philosophie du XVIIIe siècle et de l'œuvre accomplie par la Révolution française. Je cite à nouveau, un peu longuement, « En effet, de cette philosophie du XVIIIe siècle était sortie 1789. La Révolution française, fulguration volcanique qui éclaira le monde entier, allait au bruit du canon et de la Marseillaise, abaissant devant elle toutes les vieilles barrières qui séparaient les nations. En 1790, à la fête de la Fédération, un illuminé, Anacharsis Clootz, avait proclamé la République universelle et la fraternité des races. Plus tard, un nègre fut porté en triomphe devant la Convention, aux applaudissements de la foule électrisée par l'écho prolongé de la voix de Robespierre. Périssent les colonies plutôt qu'un principe, s'était écrié le tribun farouche mais affamé de justice. Oui, ce fut une heure de gloire, ce fut une heure d'or dans les pages déjà si belles de l'histoire de France. On peut bien le dire, jamais l'humanité ne se montra ni plus grande, ni plus noble que dans cet enthousiasme de tout un peuple épris de la vérité et acclamant le droit. Alors vous voyez, Anténor Firmin, défenseur acharné de l'égalité des races, dénonciateur de la colonisation et le faisant au nom des Lumières et de la Révolution. Firmin avait une formation humaniste classique, il était attaché à la culture française, à un humanisme universaliste et en même temps à la spécificité de l'expérience historique qui était celle d'Haïti. Comme l'a montré Pauline Vermeuren, cet universalisme paradoxal était à la fois héritier de la culture française et centré sur la Caraïbe, comme celui d'autres intellectuels antillais de cette époque, toujours prompt à défendre Haïti contre ses ennemis, à prôner l'égalité des races et à définir, enfin, et là, parce que je pensais à janvier, comme je vois que j'approche de la fin, je coupe des petits bouts, donc j'espère que ça reste cohérent, mais voilà, je voulais citer un ami qui s'appelait Janvier, qui était un ami d'Anténor Firmin. Donc, on peut considérer que Firmin, par sa capacité à formuler une critique de l'anthropologie raciale, depuis une double position, celle d'intellectuel haïtien et celle d'héritier de la culture européenne, publiant à Paris, eh bien, grâce à cette double position, il incarne, en tout cas à mes yeux, avec un siècle d'avance, cet universalisme latéral défendu par Maurice Merleau-Ponty, repris aujourd'hui par Souleymane Bachir Diane, et j'y reviendrai la semaine prochaine. Encore un mot. Le livre d'Anténor Firmin n'a eu presque aucun écho à son époque, à l'exception d'une recension modérée dans la revue philosophique de la France et de l'étranger. Le contexte intellectuel et politique, il faut bien le reconnaître, n'était pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Le recul de l'universalisme au profit des théories raciales était général, et d'ailleurs, je vous le rappelle, ne touchait pas que les Noirs. L'année suivante, en 1886, juste un an après, la France juive
le pamphlet antisémite de Drummond allait connaître un succès éditorial considérable. À la Société d'anthropologie, dont Firmin est resté membre, il semble que ses premières interventions publiques orales datent de 1892, comme s'il lui avait fallu 8 ans pour commencer à être écouté, sans pour autant qu'il ait été vraiment entendu. Et son livre ne sera republié que dans les années 2000, à la différence du livre de Gobineau sur l'inégalité des races, qui a souvent été réédité, qui est même entré dans la Pléiade en 1983. Même si l'anthropologie a fini évidemment par rejeter le paradigme racial, elle l'a fait très tardivement et elle l'a fait sans savoir intégrer l'œuvre de Firmin, qui est restée totalement à la marge des savoirs légitimes européens, alors même que son livre avait été publié à Paris et en français. Comme l'écrit Caroline Fluer-Lauban, Anténor Firmin est le fondateur oublié de l'anthropologie, dont la contribution à l'anthropologie française aurait pu être fructueuse, mais a été ignorée. En revanche, en Haïti, l'œuvre de Firmin s'est intégrée à cet universalisme caribéen dont j'ai parlé aujourd'hui. Le grand anthropologue haïtien, Jean Prismars, lui a rendu hommage, et il y a 3 ans, un livre collectif a analysé l'ensemble de son œuvre. Mais c'est sur un autre hommage que je voudrais terminer. Dans le très beau roman de Louis-Philippe d'Alembert, Avant que les ombres s'effacent, un jeune juif polonais de Łódź, Ruben Schwarzberg, apprend le français à Berlin sur un exemplaire du livre d'Anténor Firmin que son oncle avait ramené de Paris un peu par hasard lors d'un voyage d'affaires. Il l'avait trouvé chez un bouquiniste. Le livre décide de son nom, mais aussi à bien des égards de son destin, puisque, confronté dans les années 30 à la montée du nazisme, il se réfugie à Paris, puisqu'il a appris le français, et bien plus tard en Haïti, où il est accueilli et obtient la nationalité grâce à la politique, méconnue mais bien réelle, d'accueil des réfugiés juifs menée par le gouvernement haïtien en 1939, enfin à partir de 1939. La critique radicale mais raisonnée des théories raciales par Firmin, son universalisme authentique, acquiert ainsi une double résonance. Le rejet du racisme envers les Noirs trouve son pendant, son écho, sa prolongation dans la dénonciation de l'antisémitisme nazi. Et une citation de Firmin figure bien évidemment en exergue du livre de Louis-Philippe d'Alembert, la conception d'une classification hiérarchique des races humaines, qui est une des créations doctrinales des temps modernes, sera sans doute un jour la plus grande preuve de l'imperfection de l'esprit humain. À la semaine prochaine.